Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que Internet et le commerce électronique, c'est pas la disparition du vendeur, pour l'instant? Est-ce que la tendance, ce ne sera pas le retour du vendeur? C'est-à-dire que du même vendeur, oui, il va disparaître, mais il faut un vendeur nouveau qui soit au moins aussi compétent sur Internet que son client. Sur Internet ou au téléphone, hein, oui, il a trouvé son l'industrie des call centers quand même. Je n'osais pas vous le dire, mais... c'est quand même une révolution à part entière, quoi. C'est quand même des flottes entières de vendeurs qui ont été recyclés dans un autre domaine. Bon, la qualité n'y est peut-être pas de manière assez générale, mais elle va évoluer très, très clairement, parce qu'une des grandes découvertes, je pense, de ces dernières années, c'est de se rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses uniquement avec la voix. Ce qui était impensable auparavant. Et qu'on peut avoir un degré d'intimité, une proximité des deux interlocuteurs par le canal téléphonique, mais il pourra être IP. Côté et secondaire, c'est la voix qui compte. C'est ce médium-là extrêmement puissant. Ce qui est extraordinaire, ouais, pour moi, c'est pas une découverte, mais il y a deux exemples qui sont très frappants. C'est SOS Amitié. Gardons celui-là, je pensais aussi au téléphone rose, mais SOS Amitié, c'est quand même quand on n'a vraiment plus de proches, plus rien, on décroche un téléphone, c'est quand même souvent la bouée ultime, ça veut dire quand même la force de ce média qui arrive à être vécu comme l'ultime contact, quoi. C'est quand même quelque chose de très costaud. Mais donc le vendeur, même le vendeur call center classique, c'est vrai qu'il est aujourd'hui, il a un défaut, c'est qu'il est bien souvent, il n'est pas connecté à Internet. Et si, je pense que le vendeur multicanal plus que le vendeur call center, c'est certainement la génération à venir. Aujourd'hui, ça existe très peu. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs multicanal. C'est une denrée rare parce que ça veut dire vraiment être là au bon moment, sans être lourd, sans être obligatoire, etc. Il faut vraiment se représenter la relation vendeur dans une boutique. En disant, je ne peux pas être omniprésent, m'imposer. Je suis là à la demande, en étant quand même, en ne laissant pas partir le client de la boutique sans avoir tenté quelque chose, en ayant la capacité à bien déceler à qui j'ai affaire et quel est son besoin et c'est quoi son profil, etc. Et ça, de le faire sur un monde virtuel, ce qui laisse présager beaucoup d'évolution. Le problème, c'est que les vendeurs dans les boutiques n'ont pas d'ordinateur à disposition. Parce que le vendeur aurait son écran. Eh bien, allons-y. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée. D'accord, allons-y tous les deux, on va voir. Et je vais vous aider à trouver, et on va acheter ensemble, plutôt chez moi. J'ai une anecdote là-dessus qui m'a vraiment époustouflé. Je me suis dit, ils sont vraiment forts. C'est pour une enseigne, c'est la Fnac. La Fnac, je suis allé chercher un casque, à réducteur de bruit. Et il y avait les offres Fnac, donc je trouve mon fameux casque à un prix, je me dis, j'ai vu beaucoup moins cher sur le web. J'en parle à la vendeuse qui me dit, non. Elle me dit, on va quand même aller voir. Sur le web Fnac ou sur le web? Sur le web, même pas sur le web Fnac. Elle me dit, on va quand même aller voir. Elle regarde sur Internet, donc elle accède sur les Champs-Élysées, elle a accès, elle voit le prix, elle en parle à son supérieur, ils m'ont fait le prix du mieux disant sur Internet. Ça, c'est le nouveau vendeur, c'est bien. Et là, je me suis dit, formidable, ils ont dû mettre en place des process parce que ça ne s'invente pas, ça, où effectivement le nouveau vendeur est connecté à Internet. Alors ça, c'est très intéressant parce que il y avait une interview... Sinon, j'étais parti sans l'acheter. Voilà. Donc ils avaient consommé le conseil, ils avaient consommé l'espace. Discrimination par les prix. Un moyen de fixer le tarif, c'est de regarder quel est l'effort que fait le consommateur dans son acte d'achat. Il y a négociation, on vient avec une Mon effort était d'être allé négocier en disant je le trouve cher par rapport à ce que j'ai vu. Est-ce qu'il vaut mieux vendre avec une marge de 5 ou ne pas vendre avec une marge de 30? Mais il y avait sur France Inter une question qui a été posée. Une consommatrice qui était allée dans une boutique après avoir été sur Internet, parce qu'elle voulait acheter un matelas, et le vendeur lui dit, en boutique c'est pas le même prix, parce qu'en boutique, j'ai ma boutique qui me coûte de l'argent, alors que sur Internet, elle on s'en fout, etc. Et donc il a dit, voilà, c'est normal. Alors, ça prouve qu'il y a des discussions dans le domaine des téléphones mobiles, où aujourd'hui les offres sont distinctes entre l'Internet et les boutiques. Et c'est un vrai sujet. La SNCF a bien innové de ce côté-là avec IDTGV, puisqu'IDTGV c'est un réseau de distribution séparé qui leur permet de vendre des billets
à quasiment au quart du prix normal. Hein, puisque on voit à 25 € quand les billets normaux sont à 100 €. Donc bon, là on retrouve une méthode de segmentation par les canaux de distribution. Moi ce qui me semble important... C'est dangereux ça quand même. Dangereux, non. Je dirais, pour moi c'est la base du marketing. Il faut disposer d'autant de canaux qu'il y a de marché. Oui, mais est-ce pour qu'on écouler les mêmes produits au même prix. C'est l'idée classique. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le versionning. Hein. Encore une fois, il y a un qui s'appelle l'Alvarian, c'est le versionning. Mais le cas discrimination par les prix, on revient toujours, c'est ça qu'il y a au fond. Mais l'exemple de Pierre-Philippe tout à l'heure, qui dit la FNAC ils sont forts parce que j'avais trouvé sur internet, chez eux ou pas chez eux, un prix, probablement même chez eux un prix meilleur que celui que j'avais en magasin, il me faut. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en distinguant les prix par canal à sentir, il y aura le client qui fera la démarche de dire je voudrais acheter chez vous. Un mot-clé pour ça, il est tout simple, justice. Justice pour tous. C'est une question de justice. C'est-à-dire, l'enjeu de la relation, je pense aujourd'hui, va être moins en termes de confiance, c'est réglé, en termes d'engagement, on peut discuter, mais en termes de justice. Les firmes qui sont capables de construire des relations perçues comme justes par les consommateurs vont gagner. C'est l'enjeu. C'est l'ordre juste. C'est l'ordre juste, bon, d'une manière. Mais après, bon, on peut creuser, hein, parce que cette idée de justice... Une étude récente il y a plusieurs critères qui rentrent dedans. Le prix est une chose, mais n'est pas tout. Et il y a une étude récente qui disait quand même, sur ce domaine du prix, que les consommateurs avaient dans l'ensemble l'impression d'avoir une vision précise du positionnement prix des enseignes. Et alors, est-ce que, du coup, il était démontré quand même que c'était souvent faux, que beaucoup de gens pensaient avoir une vision, et un des enjeux stratégiques de la marque, c'était justement d'arriver, en pratiquant le prix qu'ils voulaient, avec les marges de variation qu'ils voulaient, d'avoir quand même développé sur le marché l'impression que les gens connaissaient le prix et que ce prix était bas, ou au moins juste. Juste. Je crois que c'est le mot qui est important. D'une manière ou d'une autre, il faut que le prix soit juste. Si on vend du luxe, c'est exorbitant en prix. Oui. L'important, c'est que la marque soit considérée comme légitime à ce niveau de prix. Si elle est légitime à ce niveau de prix, alors on va considérer que c'est juste. Ça, on peut, bon, il y a pas mal de travaux là-dessus, hein, sur la notion de justice et en marketing et en gestion. On peut la décliner. Mais l'idée principale, c'est de se dire que le consommateur a un certain type d'attente en fonction des situations. Et bon, moi j'ai l'exemple qui m'est le plus clair, c'est les changements de rapport à la SNCF. Quand il y a quelques années, on était usager, qu'on estimait qu'on avait affaire à un service public, on pouvait tout à fait accepter un certain nombre de choses qui n'allaient pas, on pouvait accepter des retards, on pouvait accepter des grèves, on pouvait accepter une multitude de choses. Mais en contrepartie, ce qu'on souhaitait, c'est qu'avec son ticket, on rentre dans le train n'importe quand et quand on veut. Aujourd'hui, que petit à petit la SNCF se transforme en une société privée, est en voie de privatisation, très clairement, l'attente des clients ne se définit plus à changer de norme. Auparavant, la norme, c'est est-ce qu'ils assurent pour l'ensemble du public ce qu'il faut. Et même si moi j'en souffre un peu, si j'ai le sentiment qu'ils agissent pour le bien public, tout va bien. Je peux accepter. Aujourd'hui, on va être dans un rapport qui va être complètement différent, qui va être beaucoup plus violent d'une certaine manière, puisque le consommateur est complètement contraint. On nous a fait glisser tout doucement l'idée qu'un billet de train n'était valable qu'à 1 heure à un moment donné, et on en perd une partie si on rate son train. On subit toute une série de pressions, les fumeurs ne peuvent plus fumer, il y a toute une série de contraintes qui s'ajoutent, donc fondamentalement il y a une dégradation du service. Mais l'état d'esprit des consommateurs est en train de changer. Ce qu'ils attendent, ce n'est pas des principes généraux de service public, etc. C'est est-ce que j'en ai pour mon argent? Et est-ce que j'en ai pour mon attente? Y compris, oui, qualité-prix, mais est-ce que j'en ai pour mon argent? C'est-à-dire, on est dans un rapport à la marque, au service, qui devient complètement étroit. On peut avoir des rôles sociaux dans lesquels on envisage le monde,
Et puis, dans un système capitaliste tel que celui-ci, on devient étroit. Donc on devient très sensible, notamment à un critère de justice qu'on appelle la justice distributive. Un autre mot, c'est l'équité. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a pour son argent? Plus précisément, est-ce que mes inputs à moi, l'argent que j'ai donné, non seulement correspond à ce que j'ai reçu, ça c'est le vieux critère de satisfaction, mais est-ce que mon partenaire d'échange, mon banquier, mon transporteur, est-ce que lui, le bénéfice qu'il fait, est en proportion avec, c'est-à-dire avec mon argent, avec l'effort qu'il m'a donné? S'il y a déséquilibre entre ces deux rapports, il y a situation d'inéquité. Et ça, les consommateurs, ils sont de plus en plus sensibles. Mais si on est en train de parler d'un enjeu... Ça permet d'expliquer le vol dans les grands magasins, par exemple. Pour revenir à la problématique des nouvelles technologies et de leur impact, est-ce qu'on ne peut pas penser que le transfert d'une partie du pouvoir des marques vers le consommateur ne viendra pas contrebalancer un peu ce besoin du meilleur prix? Est-ce que justement, si je me sens acteur d'une marque, si je me sens écouté, si j'ai l'impression que ce qu'on va m'offrir correspondra plus précisément à mes besoins, est-ce que psychologiquement, je ne vais pas attribuer un prix à cette adaptation, à cet effort de la marque? Et au fait que justement, si c'est moi qui l'ai fait, le produit, à la limite, c'est un peu normal que je le paye plus cher, parce que c'est mon produit. Question de segment, il y a des groupes de consommateurs qui privilégient la qualité de la relation, la régularité du service, la commodité des transactions, donc favorisent la relation et vont chercher d'abord des relations et seront prêts à payer un premium pour ça. Il y a des consommateurs pour qui le bénéfice, c'est quand ils bénéficient d'un opportunisme total, quand ils peuvent gratter le moindre coupon, refuser d'acheter un billet de train ou d'avion à 10% ça va à l'encontre de la fidélité, ça. C'est-à-dire que je suis le client zapper qui va chercher le meilleur prix. Cette clientèle-là, c'est 15% du marché. C'est 15% du marché. Il n'y a pas que ça. Moi, je suis très attentif à ma liberté. C'est-à-dire que je suis prêt à payer 10, 20, 30% plus cher le produit, mais je le prends à la dernière minute. C'est-à-dire que je ne veux pas m'emprisonner 2 mois à l'avance. C'est pas possible. Est-ce que c'est pas le grand retour de l'éthique? Parce qu'il va falloir qu'on conclue quand même cette émission, qui n'a pas fixé de limite, mais on pourrait y passer longtemps, j'ai l'impression. Et après, il y a la taille des fichiers qu'on va mettre sur Internet. Il y a quand même des contraintes techniques. Oui, tu peux couper, tu vas être... Ça sent l'épisode 2. Mais on a parlé quand même justice, éthique, équité, confiance, pouvoir. Proximité aussi. On est quand même dans des grandes valeurs. Est-ce que ça veut dire que les marques de demain devront être éthiques? J'ai l'impression que c'est la pub du Club Med, hein. C'est manger, boire... Oui, non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une prime à l'éthique? Est-ce qu'il y aura une prime à l'éthique? De manière aussi générale, bon, je ne pense pas. Par contre, il est clair que sur ces valeurs principales qui sont... pas qu'elles ne bougent pas, leurs modalités sont en train de changer, elles sont en train d'être discutées. Quand on dit justice, qu'est-ce que ça veut dire justice? Il faut y mettre du contenu. Hein, quelle est la norme de justice qu'il faut? Est-ce que c'est une norme d'équité? Est-ce que c'est une norme d'égalité? Est-ce que c'est une norme de besoin? C'est un sujet vieux comme le monde. Hein. À chacun selon ce dont il a besoin, à chacun selon l'effort qu'il fait. Voilà, c'est gauche-droite. Voilà. Les deux ont le même mot pour employer les choses, justice. Alors le futur. Donc, qu'est-ce maintenant, moi je crois qu'il n'y a pas un futur comme ça, il y a une négociation entre les citoyens consommateurs et les firmes. Cette négociation, elle est conduite dans un univers en mouvement, parce qu'on a de plus en plus d'accès, de plus en plus d'informations, et donc on co-construit les choses. Et moi je ne ferai pas de pronostic. Est-ce que le client des caisses d'épargne est en train de prendre le pouvoir et il va fabriquer sa banque à lui? Je ne sais pas s'il va fabriquer sa banque à lui, mais on est dans des logiques de marketing responsable, je crois. Il y a un rééquilibrage où on fait en sorte de mieux expliquer aussi tous les produits bancaires. Fabriquer sa banque à lui, ça sera autre chose. Je crois qu'il peut la fabriquer avec son conseiller et aussi fabriquer en fonction de ses différents besoins. Ça existe depuis près de 200 ans. Donc, il faut que ça continue. Est-ce que le consommateur a l'impression d'avoir sa banque? En tout cas, moi, quand il dit, c'est mon conseiller, c'est le monsieur qui sait. Oui, mais donc c'est Bill très Gates important. disait, il y a déjà 10 ans,
les gens ont besoin de banques, ils n'ont pas besoin de banquiers. Alors, est-ce qu'on en est là? Est-ce que la technologie va permettre ça? Je crois qu'on a toujours besoin d'un conseiller pour ces produits bancaires. Parce qu'on a besoin de quelqu'un, enfin, c'est un peu comme un médecin de famille pour certains. Qui pourrait dire sinon j'ai plus besoin de médecin, je peux faire l'automédication, aller sur Wikipédia ou son équivalent médical, Doctissimo, et c'est bon. Sauf que non, tu as toujours besoin d'un médecin. Oui. Donc, moi, je crois qu'il y aura toujours besoin d'un banquier. Est-ce que les gens ne pourront pas être les banquiers les uns les autres? Est-ce qu'il n'y a pas un système bancaire? Il y aura un segment pour C'est un ça, c'est segment. tout. C'est un segment. C'est un segment. Oui. Donc en fait, ce qui va finir par justifier pour encore longtemps l'existence des marques et des entreprises, c'est leur know-how, c'est leur savoir-faire. Leur capacité à aller sur la vague de ces nouveaux clients. Et de préserver leur capacité, justement. Ce qui semble sauver la FNAC, c'est sa capacité d'être à l'écoute et d'être le bon conseil. De la banque, c'est d'être le bon conseiller. Alors la question, c'est est-ce que l'individu va percevoir sa banque comme un bon conseil? Ça va être ça l'enjeu, finalement. Oui, enfin, comme ça l'a toujours été. Oui. Si je ne suis pas content de mon conseiller, je change de banque aujourd'hui. Ou de C'est conseiller. souvent ça. À 4% seulement. Ça veut dire qu'il y a 96% de satisfaction. Est-ce que c'est des le gens cas? des gens qui changent. Il y a des gens qui changent. Peu, finalement. Enfin, Oui, peu sur la masse. Enfin, peu pour la banque, les gens peu qui- pour les qui opérateurs changent. télécoms, peu Donc, pour les marques de voitures. Finalement, on change peu. Parce Mais que je suis c'est assez difficile de d'accord. changer. Changer de banque, en changeant de banque, c'est je quitte ma banque. Ouais. Peu de gens quittent leur banque. Après, c'est une question de poids. Oui. On est multibancarisé Voilà. aujourd'hui. On est Le poids, je vais multibancarisé. faire un déplacement de poids vers un autre. Une autre de mes banques. Une autre offre. Une autre de mes banques. Donc en fait, Donc en fait, c'est comment on garde cet équilibre. Ça Donc part de- tous les 4% qu'on voit, et les gens peuvent faire évoluer effectivement leur. Le wallet share, c'est la Voilà. part de portefeuille. C'est la part de portefeuille. Hein, Donc il y a quand même eu globalement, puisqu'il y a multibancarisation, ça veut dire quand même qu'il y a une perte de la fidélité. C'est que ça conduit, les nouvelles technologies ont peut-être permis justement cette ventilation dans tous les secteurs, parce que ça devient facile d'être multi-client. C'est la richesse de la diversité. En fait, la tendance est un peu inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, alors, malheureusement, c'est pas corrélé. Enfin, il y a l'évolution des nouvelles technologies. Les gens ont plutôt tendance à restreindre le champ de leur banque parce que c'est drôlement compliqué Ouais. d'être chez plusieurs banques. Oui, encore une fois, bon, pas de généralité Ouais. sur la banque, je Ouais. suis complètement d'accord. S'il faut un mot de conclusion, bon, il faut veiller, si on est marketeur, à cette question de la justice et se poser en permanence la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour mes clients une relation juste. Voilà, pour aller un petit peu en avant. Et la deuxième chose, s'il y avait un autre mot, ce serait celui d'ingénierie sociale. Aujourd'hui, le marketeur, c'est pas simplement quelqu'un qui fait ou de l'accord ou de ci, c'est quelqu'un qui met en place et articule des machines qui sont très compliquées, machines au sens purement technique, hein, des ordinateurs entre eux, mais avec des hommes, des femmes qui s'en occupent et qui structurent un espace social. Et ça, je pense qu'on va y être de plus en plus attaché. Parce que c'est une espèce de grande ingénierie sociale qu'on est amené à organiser. Hein. Moi, je pense que les cas qui sont intéressants seraient d'étudier d'un peu plus près tous les exemples de marketing sportif, notamment le marketing des clubs de foot, où on voit que tout s'organise sur une espèce de pyramide sociale, hein, avec les clubs de supporters tout en haut, les abonnés qui sont disons juste en dessous, les gens qui vont au stade une fois de temps en temps, mais pour qui la passion est entretenue par un canal télévision qui est très important, mais aussi par les échos de bouche à oreille des fanatiques qui sont là. Et finalement, l'art devient un art de chef d'orchestre, capable de faire se déployer tous ces instruments sur un même tempo. Henri? Qu'est-ce que ce sera demain? Enfin, je pense que le mouvement inéluctable des technologies, il est là et on va vivre avec. Et que les entreprises qui n'auront pas cette intelligence qu'on vient de dire risquent soit de disparaître, soit d'avoir des problèmes de rétention de leurs clients, enfin de fidélisation de leurs clients, et donc à terme, soit de devenir moins importantes,
et pourquoi pas de disparaître. Alors quels sont les secteurs pour lesquels ces enjeux sont les plus prégnants? Mais tous les secteurs sont concernés. Il n'y a pas un secteur plutôt qu'un autre. Les services quand même. Services, oui. Parce que l'industrie, c'est un peu différent. On peut imaginer que les modes de fonctionnement sont un peu différents. Les règles ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a quand même. Elles changent. Oui. Ça change pour tout le monde. Aux États-Unis, industrie automobile, 25% de la production est destinée au marché de la location de voitures. Oui, c'est le cas en France aussi, je pense. Une bonne partie du parc. bonne partie. Oui. Ce à quoi je pensais, c'est comment la relation entre un constructeur automobile, ses marques et les consommateurs peut évoluer dans le futur, avec une voiture qui est de plus en plus nourrie d'électronique, qui va avoir des ordinateurs de bord embarqués. On va pouvoir faire la maintenance par distance. Quand on raisonne avec les classiques du marketing client, une bonne lifetime value et qu'on décompose toutes les sources de dépenses qu'il y a autour et dans la voiture, on se rend compte vite que le business n'est plus dans la machine, dans le moteur, mais bien sûr dans l'alimentation, le gasoil, mais bien sûr dans la maintenance, dans les services. Peut-être que et demain, sans on doute saura dans autre chose. où est allée la voiture, et donc peut-être il y a du marketing, du géomarketing. Bah, c'est l'enjeu. Et puis la voiture devient communicant, devient un bureau mobile, devient parfois malheureusement un lieu de vie. C'est tout à fait, on peut imaginer, et là aussi des géométries très variables pour le produit. Oui, et puis je parlais d'intégration, on voit ce mouvement. L'intégration, elle se fait comment? Aujourd'hui, un garagiste n'a plus accès aux voitures, puisque la grosse partie de l'électronique exige de Et lui. il branche un truc, puis il regarde son compteur. S'il est concessionnaire de la marque. Oui, évidemment. Oui, c'est vrai. Donc on a tout un marché qui est en train de s'évanouir ici, de se concentrer par ailleurs. Merci à tous les trois. Merci. On se revoit, on fait donc c'est un épisode. Ça c'est la saison 1, donc bientôt. Saison 1, saison 2, etc. On va faire du marketing jusqu'au bout. On se revoit prochainement, les uns tous ensemble ou séparément. Et merci encore. Merci. Merci. C'est sympa.